Merci d'honorer une fois de plus le rendez-vous. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. La question des élites et des institutions est au cœur du fonctionnement de la démocratie, laquelle démocratie reconnaît le peuple comme l'unique souverain. Si les élites peuvent être considérées comme des groupes d'influence et de décision, les institutions, quant à elles, sont les outils qui permettent de structurer la vie politique et de concrétiser les idéaux démocratiques. Cependant, il existe, mesdames et messieurs, en politique, une approche qui valorise le peuple au détriment des élus et des institutions. Cette approche, qu'est-ce que c'est? Comment elle se manifeste chez nous au Bénin? Et quels risques présente-t-elle pour la démocratie et le développement? Ce soir, monsieur Irénée Agossa veut parler du populisme anti-institutionnel, péril à la démocratie et au développement. C'est notre thème. Merci d'être avec nous. Et nous allons démarrer par des clarifications conceptuelles. Monsieur Irénée Agossa, qu'entend-on précisément par populisme anti-institutionnel et surtout, quelles en sont les caractéristiques fondamentales? Merci Madame Angèle. Le populisme anti-institutionnel est une forme de populisme, parmi tant d'autres. Donc, mais ce populisme, comme on le dit, anti-institutionnel, rejette ouvertement et critique ouvertement les institutions de la République. Donc, remet en cause l'ordre républicain, l'ordre démocratique établi. Ce qui est clair, pour ce populisme et ceux qui sont partisans de ce populisme, c'est que les institutions telles que le Parlement, la justice, les médias et autres sont rien du tout. Ils sont discrédités. Et c'est ça ce qui caractérise le populisme anti-institutionnel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se réclament du vrai peuple. Et ceux-là, ils se disent que le vrai peuple, c'est eux, et que les autres institutions du pays sont issues du pouvoir en place et ne sont pas une émanation du peuple. Donc, ils sont totalement hostiles au jeu démocratique. Ils ne croient pas à la démocratie représentative, c'est-à-dire ils ne croient pas au choix du peuple. Pourtant, c'est institutionnel. C'est institutionnel. Ils ne croient pas au choix du peuple. Pour eux, puisque déjà toutes les institutions sont rejetées, ouvertement ils le font, hein, sont rejetées, discréditées, or les institutions étant l'émanation du peuple, donc ils rejettent totalement les institutions et ils remettent en cause le processus démocratique. Donc, et c'est qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils remettent en cause les valeurs démocratiques. Il s'agit de l'égalité devant les lois. Il s'agit de la liberté d'expression. Il s'agit de la participation citoyenne aux élections, de la tolérance de la différence. Ils sont contre tout ça. Et ça, c'est ce qui se manifeste dans notre pays à travers les yaïs, c'est-à-dire à travers ceux qui croient aujourd'hui au yaïsme et qui se réclament de l'opposition. Là, vous les indécides carrément, hein, monsieur. Ah, mais c'est clair. Monsieur vous me demandez comment cela est caractérisé dans notre pays. Je vous l'ai dit. Et je vous dis carrément, s'il faut les retrouver, ça, c'est ceux qui croient au yaïsme et ceux qui sont derrière le président Yahi et qui assument, bien sûr, ce populisme anti-institutionnel. On ne va pas leur prêter d'intention, mais vous faites pour la suite, vous une allez définition. voir. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs sociologiques peut-être, ou culturels même, qui favorisent quelque peu ce que vous semblez dénoncer ce soir, M. Irénée Agossa? Quel facteur vous avez Moi, non, je vous pose la question. Hein. Il n'y en a pas, il n'y a pas de facteur autre que, en réalité, l'hyperpersonnalisation. Peut-être que l'environnement est propice. L'environnement. Le jeu des acteurs s'y prête. L'environnement, ce n'est pas un environnement ici de dictature. Nous sommes dans un environnement démocratique. Nous sommes dans un environnement où l'état de droit existe. Nous sommes dans un environnement où la légalité est pour tout le monde.
Donc, ce n'est pas l'environnement qu'il faut accuser aujourd'hui. C'est les individus qui sont caractérisés par un type de populisme et qui ce populisme est anti-institutionnel. Ils pouvaient alors être populistes, mais en étant dans l'ordre institutionnel. Mais ils ont choisi être anti-institutionnels. Donc, il n'y a pas, de situation qui les favorise, autre que leur volonté d'instaurer un climat de manque de confiance. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que nous soyons dans une anarchie totale. Il faut dénoncer les faits. Si vous ne dénoncez pas, vous finirez par être surpris. Nous ne voulons pas être surpris. C'est pourquoi nous savons déjà ceux qui sont adeptes de ce populisme, le populisme anti-institutionnel, et nous sommes en train de dire ce pourquoi ils font cela et ce à quoi ils veulent aboutir. Alors, en profondeur des manifestations, c'est vrai qu'à travers les caractéristiques, vous avez commencé par les énumérer, mais intéressons-nous à comment cela se manifeste concrètement afin de permettre à nos téléspectateurs de toucher du doigt ce dont vous parlez, ce que vous dénoncez ce soir, monsieur. Ça se manifeste simplement par le rejet des contre-pouvoirs. Vous allez constater que tout ce qui concerne les contre-pouvoirs, ils rejettent parce que, à partir de l'hyper-personnalisation, tout ce qui concerne le contre-pouvoir est issu d'un individu. Nous prenons le cas du Bénin, ce dont je parle. Puisqu'ils ont totalement hyper-personnalisé le système, donc quand vous leur parlez des contre-pouvoirs tels que la Cour constitutionnelle, quand vous parlez de la HAC, vous parlez du Parlement, ils vous disent que tout ça, c'est issu de talent. Écoutez-les et allez dans les rues, ils vont dire que c'est issu de talent. Ça, c'est talent. Vous dites le Parlement, il dit c'est talent. Vous parlez de la Cour constitutionnelle. L'institution elle-même. Vous parlez. Peut-être ses membres. Non, mais ils prennent pour cible l'institution. L'institution même. Donc, il vous dit que c'est issu de talent. Et là, pour contrebalancer et attaquer talent, ils attaquent les institutions. J'en ai pour exemple, vous pouvez avoir la déclaration de vice-président des démocrates, partisans du yaïsme, en mars 2024, après la validation par la Cour du Code électoral. Mais il a été clair, il a dit, je le cite, oui, que c'est de la fraude. Qu'est-ce qui est de la fraude? Le fait que le Code soit validé, il dit que ce qui s'est passé, que c'est de la fraude et que le test est frauduleux et que la procédure même qui a conduit à l'élaboration de ce test est frauduleuse. Il le disait dans la cour de la Cour constitutionnelle. Donc, voyez comment on détruit et on rejette et on dénigre une institution. Donc, pour lui, la Cour constitutionnelle est un instrument de fraude. Il ne parlait pas des membres de la Cour constitutionnelle, il parlait de l'institution. Et quand il va vers le Parlement, où la procédure a été respectée pour qu'on puisse adopter le code, il parle de la procédure adoptée par le Parlement. Il ne parle pas des députés, il parle du Parlement. Oui, les parlementaires, ils connaissent certainement la procédure qu'on doit suivre avant d'adopter un test de loi. Il est venu devant la Cour constitutionnelle en remettant en cause la procédure. La Cour constitutionnelle lui a dit qu'il n'a pas raison. Mais pour lui, c'est que la procédure est une procédure frauduleuse. Donc, ce qui se passe au Parlement, alors, c'est frauduleux. Donc, il discrédite l'institution Parlement. Donc, c'est pour n'a-t-il pas le droit de se prononcer? N'y a-t-il plus la liberté d'expression dans notre pays? C'est une liberté d'expression, bien sûr. Justement, de quoi? Mais cette liberté d'expression ne peut pas aller jusqu'à détruire l'institution. C'est ça ce qui est grave. Et remettre en cause la procédure démocratique. C'est ça ce que nous condamnons ici. Et c'est ça qui les caractérise en tant que partisans de ce que nous disons ici. Donc, personne ne l'empêche alors de critiquer une décision. Mais et aussi ici, une procédure. Mais il faut protéger les institutions. C'est ce comportement qu'il a qui remet en cause plutôt, Madame Angèle,
la liberté d'expression. Bon, on va pas faire une fixation sur lui. On ne fait pas une fixation, mais risque... c'est aussi grave qu'il a été vice-président de ce Parlement. Il connaît ce que c'est que l'institution. Et il l'a fait. Il l'a fait. Donc, c'est lui qui remet en cause plutôt la liberté d'expression. Parce qu'il remet en cause le droit du citoyen qui lui a permis d'élire des représentants au Parlement selon les normes démocratiques. Avez-vous un autre exemple? Et pour lui, pour que ça ce n'est pas normal. Non, vraiment ça ne veut, une fixation sur la personne. Ce n'est pas une si vous avez une préoccupation par rapport à cette déclaration, vous avez la possibilité de saisir toutes les institutions possibles. Madame Angèle, oui. Ce n'est pas une fixation sur la personne, mais sur d'autres cieux. Les gens s'occupent de ça. On en parle de manière à ce qu'une autre génération ne prenne pas ça pour exemple. C'est sérieux ce qu'on dit. Donc, c'est clair. Ils disent encore quoi? L'autre exemple, c'est qu'ils disent que les députés de la majorité présidentielle sont les députés de talent. Et que ces députés ne sont pas les vrais députés du peuple. Et que c'est eux qui sont les députés issus du peuple. Or, vous n'avez eu que 24% du suffrage exprimé, dont les autres ont eu 76%. Donc, vous êtes en train de rejeter et d'exclure les 76% qui ont élu ces députés. Mais ils peuvent valoriser leurs 24%. Mais vous valorisez vos 24%. Bien évidemment. Mais si vous respectez la procédure du vote qui vous a conduit, vous, à être élu, c'est la même procédure. Et c'est les mêmes institutions qui vous ont déclaré députés. Vous ne pouvez pas prétendre être du peuple, comme on le dit, dans leur système populiste anti-institutionnel, et dire que les autres ne sont pas du peuple. C'est ça ce qui crée le manque de confiance et le manque de dialogue au sein même de l'institution. Le manque de dialogue au sein de l'institution. Donc, et ils détruisent les valeurs. Leur problème, c'est la destruction de toute valeur. Bon, on ne veut pas voir quelqu'un de positif. On l'a dit ici la fois dernière. Job Benou, le président de UP Le Renouveau, qu'est-ce qu'on lui reproche? Simplement parce qu'il a une valeur. Le populisme anti-institutionnel est une gangrène pour le processus démocratique dans notre pays. Et ceux qui adoptent ça, il va falloir que nous les mettons hors d'état de nuire pour protéger notre démocratie. Vous parlez de gangrène, en quoi justement cela représente un péril avéré pour notre démocratie? Ah ben, vous savez que dès que vous rejetez les institutions de contre-pouvoir, donc vous détruisez tout, alors qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place un système qui érode les droits, les valeurs dans notre pays. Donc, les valeurs démocratiques sont détruites. Vous n'aurez plus l'expression d'une liberté de presse. Vous n'avez plus l'égalité devant les lois. Le risque d'instabilité politique devient une réalité. C'est ça ce qui fait que nous pouvons craindre le péril que cela crée pour notre démocratie. Cela détruit la confiance citoyenne. Les citoyens n'ont plus confiance aux institutions. Pour dire que nos institutions sont des institutions efficaces et des institutions qui sont issues de nous. Ces institutions peuvent nous produire des résultats sur lesquels nous allons compter et que ces institutions sont des institutions neutres et qui jouent bien leur rôle dans la gestion du pays. Donc, ils créent un problème en ce qui concerne la confiance citoyenne et ils ouvrent la voie à l'anarchie, au désordre. Et ils créent les problèmes de soulèvement. Ils conduisent les citoyens à pouvoir défier l'autorité de l'État. Et c'est ça. Donc, c'est véritablement cela. Sur le plan du développement, quand vous créez une instabilité politique, à travers tout ce que vous faites, vous créez cette instabilité, l'investisseur ne vient plus. Et quand l'investisseur ne vient plus, vous n'êtes plus capable de développer votre pays. Vous allez faire fuir tous les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Et vous remettez en cause l'innovation. Parce qu'il porte atteinte à toutes les valeurs dans le pays. Dès que vous voulez bien faire, on vous détruit. Donc, ils n'arrivent pas à promouvoir les valeurs. Et ils sont même contre. C'est ça. Donc, ce qui fait que le développement est compromis.
le développement est compromis. Donc, ils sont des réactionnaires, ils sont anti-progressistes, donc ils ne veulent pas de l'innovation. Parce que quand vous attaquez toutes les valeurs, comment l'intelligence peut se mettre en œuvre et permettre à ce qu'on puisse innover? Ils sont prêts à détruire tout ce que nous sommes en train de faire et nous ramener encore 20 ans en arrière. C'est ça, l'impact sur le développement. Et ils ne veulent pas que, par exemple, nous ayons une douce voie qui entre dans Porto Novo. Ils veulent toujours que nous ayons ce vieux pont qui conduit tous les députés au Parlement chaque instant quand il y a des sessions. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils n'ont pas besoin de le dire. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe depuis qu'ils étaient là, depuis qu'ils sont en train de parler. Ils ont proposé quoi? Face au PAG 1, face au PAG 2, ils ne sont pas une force alternative. Ils veulent juste nous ramener en arrière et nous imposer un système qui a été combattu. Or, le système en place est un système qui est contre l'autre système à travers la rupture et qui est incarné par un homme anti-système de destruction du pays. Foncièrement contre cette manière de faire et que surtout vous avez le pouvoir de décision, n'y a-t-il pas un mécanisme que la démocratie peut mettre en œuvre pour se prémunir peut-être de sa dérive sans toucher à la liberté d'expression, évidemment. Ce que je vous ai dit, ça reste la liberté d'expression. Ce mécanisme n'est pas autre chose. C'est de protéger la démocratie. Et il n'y a que la responsabilité du gouvernement en place à travers celui qui a été élu par le peuple. Il doit pouvoir respecter l'ordre républicain, il doit respecter les valeurs démocratiques et faire en sorte que quelque chose qui est cher pour le peuple soit respecté. C'est-à-dire il s'agit de la mise en œuvre de son programme d'action. Et l'autre chose, il doit pouvoir être autoritaire. Je ne dis pas d'être autoritariste, mais je dis être autoritaire, respecter et incarner l'autorité de l'État. C'est capital. Et permettre à ce que chaque citoyen puisse vivre de cette liberté et que la justice sociale soit une réalité dans notre pays. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire autre chose aussi, c'est de les dénoncer partout. D'accord. En utilisant les voies légales. Donc, discuter avec les populations, expliquer ce qui se passe et dire à chaque instant ce que nous devons faire et ce que nous sommes en train de faire pour que ça marche. Et dire les insuffisances aussi. Écouter les populations. Ne pas laisser les populations à leur portée pour que la crise au niveau de la confiance citoyenne soit encore plus amplifiée. Donc, c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qui est en train d'être fait pour que, en réalité, cela ne constitue pas la gangrène que le populisme anti-institutionnel constitue dans tout système démocratique pour notre pays. Votre thématique peut ne pas cadrer, mais je pose quand même la question, parce qu'il y a une question actuellement d'actualité. Il s'agit de la relance du débat sur la loi d'amnistie. Monsieur Irénée Agossa, vous, de votre position, quelle est votre appréciation? Une relance parlementaire ou véritable levier de discussion, de dialogue, tout ce que vous voulez? Quelle loi d'amnistie? Je parle de la loi d'amnistie que propose le groupe parlementaire Les Démocrates pour remettre en liberté, bien évidemment, Réki Abadougou, Joël Aïvoy, consort. Ah bon, c'est pas grave ça c'est une belle initiative. Ah bon, ils reconnaissent aujourd'hui que l'institution parlementaire existe. Donc, première chose, il faut qu'ils cessent d'être adeptes du populisme anti-institutionnel. C'est la première chose, puisqu'il faut dire à ceux-là de ne plus dénigrer ni rejeter l'institution qu'est le Parlement. Deuxième chose, il faut qu'ils réhabilitent la justice. Parce qu'eux rejettent la justice. La justice a condamné ceux-là sur des faits. Il faut qu'ils ramènent les chefs d'accusation et que le débat soit mené normalement, au lieu de faire passer partout et de dire partout que c'est Talon qui les a mis en prison. Et que c'est parce qu'il veut, et on ne veut pas qu'ils participent aux élections, qu'ils sont en prison. Il faut qu'ils reviennent sur ces propos mensongers et qui ne sont que les éléments de base du populisme anti-institutionnel. Donc, il faut qu'ils quittent ce cadre et qu'ils reconnaissent que nos concitoyens, qui sont
en prison et qui sont en exil ont commis des fautes et qu'on discute par rapport à ces fautes. Il faut qu'ils reconnaissent ça. L'autre chose, mais il faut qu'ils reconnaissent désormais que les 76% qui se sont exprimés en 2023 ont le droit d'être respectés à travers les députés qu'ils ont élus. Donc, il n'y a pas de députés du peuple et députés de talent. Ils sont tous députés du peuple. Il faut créer cette ambiance qui permette de rétablir la confiance. Ils doivent reconnaître aussi qu'il n'y a que 24% du suffrage exprimé qui acceptent ce qu'eux ils disent. Donc, ils n'ont pas la majorité. Puisqu'ils ont été en campagne sur la base de ce thème, ils n'ont pas la majorité. Donc, ils doivent savoir qu'ils sont minoritaires et qu'ils doivent discuter. Ils doivent créer l'environnement de débat. Pensez-vous qu'ils auront de chance cette fois-ci? Donc, je vous dis les conditions pour qu'ils aient de chance. Pour que ça marche pour tout le monde. Mais vous avez posé une excellente question. Pensez-vous qu'ils ont de chance? Mais ils n'ont pas... Puisque c'est vous qui avez la majorité. Non, ce n'est pas une question de majorité. Mais dès qu'ils seront toujours adeptes du populisme anti-institutionnel et qui se lancent dans cette procédure d'amnistie pour ceux qui sont en exil et ceux qui sont en prison. Alors, Madame Angèle, Monsieur Gossa, est-ce que ce n'est pas eux qui sont en contradiction? Ils sont eux-mêmes l'obstacle. C'est eux qui représentent l'obstacle. Ils ont dit dans leur déclaration que c'est pour permettre au président Talon de sortir par la grande porte. C'est ça d'ailleurs l'obstacle. Ah bon? C'est oui, le président Talon n'a pas besoin d'eux pour sortir par la grande porte. Ça sera peut-être une bonne note. Le président Talon a besoin simplement d'exécuter son programme d'action, de résoudre les problèmes des populations et sortir par la grande porte à travers son autorité et son charisme. C'est ce qu'il est en train de faire. Bien. Donc, si eux, on vote cette loi, que c'est pour sauver le président Talon, vous voyez comment ils ont tout personnalisé. Ils sont l'obstacle même de la chance. Ce sont vos adversaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui veut se passer? Madame Angèle, je finis pour vous dire, ils ne veulent pas la libération de ceux-là. Ils ne veulent pas de la loi. Parce que s'ils ont voté cette loi, ils savaient dans quelles conditions il faut voter pour que ça se fasse. Mais ils ne veulent pas, sinon l'objet de leur campagne va disparaître. Allez. Le sujet de campagne, c'est ça. Bien. Donc c'est eux qui ont instrumentalisé, politisé et ne veulent pas du tout que ça marche. Ils sont en train d'user de rage et de ruse contre ceux-là. Ils ne sont pas du tout gentils envers nos compatriotes. Nous allons rendre antenne. Nous vous remercions pour cette thématique qui vous a permis donc d'une certaine manière de chercher à restaurer l'autorité de l'État et surtout de nos institutions. Merci beaucoup pour votre disponibilité, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc l'invité de ce vendredi, Irénea Gossa, membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. Nos programmes vont se poursuivre. Juste derrière, ce sera le débat. Et je vous rappelle déjà que cette production, ainsi que toutes celles à venir, restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, et puis sur notre application que vous pouvez télécharger au nom de ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous, et à tout à l'heure pour le débat.